La série, adaptée du roman classique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, suit le capitaine Nemo dans un extraordinaire voyage sous-marin situé au XIXe siècle. L'histoire commence dans l'océan Indien où un monstre marin attaque un capitaine de navire marchand, Youngblood, avide de profit, poursuit la créature. Cependant, ils se rendent rapidement compte qu'elle est beaucoup plus grande que prévu avant de battre en retraite. Le monstre détruit leur navire, les laissant bloqués à l'heure. Choc, ce n'est pas une bête mais un énorme sous-marin surgit de l'écoutille et le capitaine Nemo. L'énigmatique commandant du Nautilus, auparavant Nemo, avait été ouvrier pénitentiaire dans une colonie britannique travaillant sur un navire secret quand le moment est venu. Lui et ses camarades ont maîtrisé leur ravisseur, prenant le contrôle du navire dans une lutte acharnée. Ils ont coupé les amarres du navire au milieu d'une grêle de tirs malgré les pertes. Ils ont réussi à mettre le Nautilus à l'eau en assurant leur liberté. Maintenant aux commandes du sous-marin, le capitaine Nemo s'embarque pour un voyage à travers les océans du monde, laissant derrière lui une vie d'esclavage et forgeant un nouveau chemin sous les vagues. Alors que le Nautilus se libérait, il entamait son passionnant voyage à 20 000 lieues sous les mers. L'équipage dirigé par le designer Benoît s'est rapidement adapté à leur rôle, guidant le sous-marin plus profondément dans l'océan. Les gardes à terre ont tiré en vain, incapables d'endommager le Nautilus à la barre. Nemo a navigué à travers de dangereuses crevasses sous-marines, sachant qu'une seule collision pouvait être fatale. Heureusement, ils ont émergé en pleine eau, bien que la compagnie des Indes orientales les poursuivrait sûrement. L'oxygène diminua dans la cabine que Nemo se préparait à faire surface soudainement. Un navire marchand a pris le Nautilus pour une baleine et a attaqué. Nemo a riposté en éperonant le navire à pleine vitesse, mais lors de sa première plongée, le Nautilus a subi un dysfonctionnement de la turbine pendant l'attaque. Bien qu'ils aient détruit le navire, le sous-marin a subi des dommages importants. Nemo a sauvé les femmes et les enfants du navire naufragé et a mis les gardes capturés à la dérive après un échange tendu. Les nautilistes ont de nouveau été submergés. Nemo prévoyait de se diriger vers la mer du Nord pour partir à la recherche d'un trésor espagnol perdu. Cependant, Benoît a suggéré qu'il s'arrête d'abord dans un port français. Pour les réparations et les approvisionnements, la mer du Nord semblait inaccessible avec la nourriture qui s'épuise et des passagers supplémentaires à bord. Lucas, anxieux après avoir entendu le plan confronté à Nemo, elle était en route pour Mimbé pour retrouver son fiancé mais a été enlevée par Nemo. Craignant maintenant pour sa vie, elle a exigé des réponses. Leur conversation tendue a été interrompue par un bruit étrange. Des cachalots entouraient le sous-marin. L'équipage était hypnotisé mais Nemo a senti le danger se précipiter vers la salle des machines qu'ils ont découverte était descendue de plus de 100 mètres. Et la turbine était tombée en panne. S'ils ne la réparaient pas rapidement, la pression de la mer profonde les écraserait bien avant qu'ils ne manquent d'air. Lucas prétendait qu'elle pouvait réparer la turbine à un moment critique, mais Nemo hésitait à lui faire confiance alors que la coque grinçait sous la pression de la mer profonde. Nemo a mis de côté sa fierté et Lucas a pris les choses en main. Elle a demandé à l'équipage de créer une soupape de pression de fortune. Ils actionnent le levier désespérément, mais le Nautilus ne s'est toujours pas levé. Les efforts frénétiques ont épuisé l'oxygène, laissant tout le monde étourdi, y compris le chien. Lucas, qui restait relativement lucide, soupçonna une fuite au milieu de la respiration laborieuse de l'équipage. Elle détecta un léger sifflement qui déchirait une partie de sa jupe. Elle l'imbiba d'huile et l'enroula autour du tuyau qui fuyait avec l'aide de Nemo. La réparation tint bon et l'équipage utilisa ses forces restantes pour ramener le Nautilus à la surface alors qu'il respirait l'air frais. Les pensées de retourner à la Terre grandissaient. L'équipage était toujours une équipe de fortune aux ressources limitées a commencé à envisager de laisser Lucas et la gardienne faire leurs valises. Et voyant la Terre à proximité, sauter à l'eau, suivi de 2 membres d'équipage indien, Nemo regarde, impuissant, incapable de les arrêter. Bientôt une escouade de gardes arrive à terre, alertée par la compagnie des Indes orientales. Ils réquisitionnent des bateaux et chassent les évadés. Réalisant le danger, Lucas se retourne vers le Nautilus. Elle sait que la compagnie des Indes orientales n'épargnera personne pour reprendre le sous-marin. Pendant ce temps, le Nautilus perd soudain toute puissance. Nemo et Benoît fouillent pour la cause mais n'a rien trouvé. Lucas est revenu et a calmement enlevé un fil. Elle avait déjà trafiqué pour s'assurer que son évasion avait été frustrée, mais n'ayant pas le temps de s'y attarder, Nemo se concentra à nouveau sur la fuite des gardes alors que l'équipage reprenait ses postes. Le Nautilus commença à couler, laissant les gardes à terre, regardant impuissant le navire disparaître sous la mer, bien qu'ils aient échappé à la menace immédiate. Nemo savait que maintenir le moral de l'équipage serait difficile car la coercition n'était pas sa façon de faire alors que Nemo réfléchissait à la sienne.
L'occasion suivante s'est présentée, un baleinier a utilisé une jeune baleine comme appât pour attraper un cachalot géant, provoquant un dilemme moral parmi l'équipage. Nemo ne voulait initialement pas intervenir, mais un commentaire de la femme membre d'équipage suivant l'a fait reconsidérer. La mer les éloigne de son baleineau, le Nautilus a surgi de l'eau sur l'ordre de Nemo, surprenant les gémissants avant qu'ils ne puissent réagir. Nemo a sauté du pont vers la mère baleine harponnée. Les baleiniers ont riposté avec des fusils de chasse, mais l'équipage du Nautilus uni, le second, contrôlait la distance du sous-marin tandis que les marins tiraient des coups de feu pour faire gagner du temps à Nemo. Nemo a coupé la corde, a attrapé le harpon et a coulé avec la baleine dans les profondeurs peu de temps après son retour avec le harpon, stimulant le moral de l'équipage alors qu'ils expérimentaient le pouvoir du travail d'équipe chevauchant la victoire. Nemo a essayé de convaincre les baleiniers de relâcher le baleineau, mais ils ont refusé car leur gagne-pain en dépendait. Sans argent, Nemo a impulsivement jeté le bracelet en or de Lucas au pêcheur, réglant un compte avec elle et honorant son accord antérieur pour sauver les baleines, mais le bracelet était un souvenir du père de Lucas. Et Nemo, regrettant son impulsivité, jurant de faire amende honorable, leur ingérence attire l'attention de la Compagnie des Indes orientales, qui envoie les Firles à leur poursuite. Équipés de détecteurs soniques, les Firles peuvent détecter le Nautilus sous l'eau. Nemo ordonne à l'équipage d'éteindre les moteurs, espérant éviter d'être détecté, mais si Nemo peut faire taire son équipage, il ne peut pas faire taire le chien. Le Nautilus est découvert et les soldats à bord du Firle prêts à larguer une bombe avec les torpilles déchargées. L'équipage n'avait d'autre choix que d'esquiver. Le Nautilus s'enfonça plus profondément, atteignant 100 mètres à bord du Firle. L'implacable directeur de l'entreprise, Crowley, étendit la mèche à son maximum, se préparant à larguer une autre bombe. L'équipage retint son souffle, sachant qu'un coup direct signifierait une destruction certaine. La bombe explosa à 5 mètres de là, mais la coque en fer du Nautilus resta intacte. Cependant, des sons étranges de créatures terrifiantes des profondeurs marines furent détectés avant que l'équipage ne puisse le faire. À l'intérieur du Nautilus, le chien aboyait frénétiquement à quelque chose. Blaster, suspicieux, s'approcha d'une cabine et repéra une paire de bottes de garde. Soudain, le tentacule d'un calmar géant claqua contre la fenêtre, s'enroulant étroitement autour du Nautilus. Le capitaine Nemo essaya de démarrer les moteurs, mais ils furent immobilisés alors que les tentacules se resserraient. L'équipage sentit le danger imminent de voir le verre du sous-marin se briser en éclats. Sachant qu'il était de son devoir de protéger l'équipage, Nemo décida de tester les combinaisons de plongée non éprouvées qu'il prévoyait d'effrayer le calmar avec un coup de feu plutôt que de l'affronter directement. Le scaphandre a fonctionné. Et Nemo a grimpé au sommet du sous-marin alors qu'il visait à tirer sur le calmar, a senti le danger et l'a giflé. Heureusement, la combinaison et l'eau ont amorti l'impact, sauvant Nemo de la blessure, mais le Nautilus n'a pas eu autant de chance car le calmar a continué à tirer sur la coque dans un mouvement désespéré. Nemo a couru vers un fusil à harpon, mais le calmar est intervenu à ce moment critique. La mère baleine que Nemo avait sauvée plus tôt est revenue en attrapant le tentacule du calmar et s'engageant pour la première fois dans un bras de fer. Nemo ressentit l'insignifiance de l'humanité. Heureusement, la baleine l'emporta, mordant le tentacule du calmar et l'éloignant. Au grand soulagement de l'équipage, de retour au sous-marin, il fut accueilli par des acclamations, mais les navires de guerre Firle se dressaient toujours au-dessus. Le démarrage des moteurs révélerait leur emplacement. Nemo élabora un plan, il tira une torpille chargée de bruit, faisant du bruit, des objets pour distraire le navire de guerre. L'éclaireur sur le Firle mordit à l'hameçon avec enthousiasme. Et la stratégie de Nemo fonctionna, permettant au Nautilus de s'échapper une fois de plus alors que le Nautilus se préparait à se réapprovisionner sur le rivage. Lucas remarqua que le chien tirait sur sa jupe. Signalant quelque chose d'urgent, Blaster avait été capturé par un garde qui s'était infiltré dans leur rang. Lucas resta calme et assura le garde de sa sécurité, l'amenant à baisser son arme. Ce garde, qui avait été accidentellement laissé en arrière lors de l'évasion de Nemo, révéla qu'il ne voulait pas être un soldat et préférait une vie de marin. Nemo, sceptique mais persuadé par Lucas, accepta de l'épargner et promit de le libérer au prochain port pour se réapprovisionner. La portée de l'Empire britannique signifiait que la Compagnie des Indes orientales pouvait les poursuivre n'importe où. Nemo a suggéré une île dans l'Indonésie contrôlée par les Hollandais qui avaient des tensions avec la Grande-Bretagne, ce qui en faisait un refuge sûr potentiel, mais la taille du Nautilus en a fait une cible facile à l'atterrissage. Ils ont été repérés par les gardes locaux. Le Lord César local a d'abord vu Nemo comme un allié contre la Grande-Bretagne, mais s'est moqué des marchandises offertes dans le commerce, reconnaissant Nemo comme un prince indien ayant des liens avec son père. César a accepté de fournir des fournitures gratuitement, mais avait besoin de temps. Il invita l'équipage dans son palais. Lucas, impatient de déclarer son statut noble, et Nemo, curieux du passé de son père, rejoignent César tandis que certains membres de l'équipage restent pour garder le Nautilus.
le garde de la Compagnie des Indes orientales CUF a été enfermé dans un donjon alors que l'équipage profitait d'un rare moment de loisir. Ignorant un plan plus vaste au jeu, le concepteur Benoît a découvert un livre ancien dans la bibliothèque du César, mentionnant l'Atlantide, suscitant l'excitation. Pendant ce temps, l'équipage a remarqué que les fournitures du César étaient gâtées. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Kai s'est précipité au palais. Dans le bureau de César, Nemo a appris que son père avait été un roi mineur en Inde, qui a été évincé et emprisonné par les capitalistes. César a proposé d'aider Nemo à récupérer la richesse de son père, et les deux ont trouvé beaucoup à discuter. César a été ravi d'apprendre que Lucas était doué en mécanique, d'autant plus que la machine à glace du palais était en panne alors qu'il se dirigeait vers le salon. Nemo a réfléchi à l'héritage de son père. Curieux, il s'est faufilé dans le bureau de César pour prendre une photo de son père en souvenir, mais a découvert un machine télégraphique signalant la trahison de César envers la Compagnie des Indes orientales prise en flagrant délit. César a admis sa trahison, citant la générosité britannique comme motivation. Tandis que Nemo était jeté dans le donjon, l'équipage à l'extérieur profitait d'un buffet. Des rumeurs de cannibales locaux troublaient les regards féroces de la milice, mais la milice était tout simplement enviable de la nourriture qu'ils n'avaient jamais goûtée malgré des années de service à César. Pendant ce temps, Kai découvrait la salle de stockage du palais remplie de fournitures alors que Lucas terminait ses réparations. Elle entendait des chuchotements sous le sol et trouvait des jeunes filles en train de travailler pour transporter le charbon dans le sous-sol. Émue par leur sort, elle les a conduits au buffet, choquant la milice qui étaient les parents des enfants forcés à la servitude par César. Les pères des filles leur ont fait signe de se retenir, mais la tentation de la nourriture était trop forte. Après avoir humilié Nemo et relâché le garde de la Compagnie des Indes orientales CUF, César est arrivé sur les lieux. Indigné par le site d'esclaves mangeant César, a jeté de la terre sur leur nourriture et a ordonné à la milice d'exécuter publiquement leurs enfants, incapables de se tenir à côté d'eux. L'équipage dirigé par Jagadish incita la milice à la révolte. Bien que César doutât de leur détermination, la colère de la milice s'enflamma après le départ de César. Il ordonna aux gardes d'ouvrir le feu, prévoyant d'éliminer l'équipage et la milice d'un seul coup. Alors que la bataille faisait rage, Benoît entendit les coups de feu et empaqueta rapidement la carte de l'Atlantide. Se préparant à retourner au Nautilus, Lucas fouilla Nemo mais rencontra CUF qui avait volé les clés de la prison. Il permit à Lucas de sauver Nemo pendant qu'il la couvrait malgré la tension. Lucas et Nemo se chamaillaient à la porte du donjon, essayant maladroitement pour crocheter la serrure avec une épingle à cheveux. Nemo a été interrompu par Lucas qui a ironiquement sorti la clé. Pendant ce temps, la milice, dirigée par l'équipage, a pris d'assaut le palais de César. Jagadish a surpris CUF agissant de manière suspecte, mais CUF a prétendu avoir rompu les liens avec la Compagnie des Indes orientales, détruisant le télégraphe. Cependant, Jagadish s'est rendu compte qu'un message avait déjà été envoyé. CUF prévoyait en réalité d'infiltrer le Nautilus et de collaborer avec le navire de guerre Firle. Lorsque Jagadish a découvert la vérité, il a été abattu et César s'est caché dans une chambre secrète avec le groupe de Nemo. Jagadish blessé se regroupèrent au port mais le navire de guerre Firle bloqua leur fuite. Malgré les inquiétudes de certains membres de l'équipage à l'idée de laisser Jagadish derrière lui, Nemo a pris la décision difficile de donner la priorité à la sécurité du Nautilus, mais il était trop tard car le Firle avait déjà positionné des canons sous l'eau, tirant un coup de semonce près du Nautilus. Benoît a réalisé que l'intention de l'ennemi n'était pas de détruire le Nautilus mais de forcer une reddition. Entendant cela, Nemo a conçu un plan pour les déjouer sans combinaison de plongée. Nemo a fait surface de manière provocante, attirant le feu du soldat, puis replongé sous l'eau à l'aide des hélices du Nautilus pour remuer les fonds marins, créant un nuage de boue qui obscurcit sa silhouette. Surprenant les soldats, Nemo nagea jusqu'à la fenêtre du Firle et commença à la briser avec une hache. Sachant que leur verre n'était pas aussi solide que celui du Nautilus alors que le verre se brisait, la pression de l'eau poussa Nemo dehors, mais l'équipage en combinaison de plongée le sauva rapidement jusqu'au Nautilus en utilisant le MUD des fonds marins pour couverture. Ils brisèrent le blocus du Firle. Cependant, en raison des ravitaillements manqués, ils face à des pénuries alimentaires. Heureusement, l'équipage commence à s'adapter à la vie à bord du Nautilus. Cultivant des légumes et pêchant pour atténuer la crise, le Nautilus a traversé le détroit de Malacca pour entrer dans l'océan Pacifique, commençant sa grande aventure. Bien que la pêche ait fourni un peu de nourriture, l'eau potable était rare. Un jour, Nemo a conduit l'équipage sur une île sans nom à la recherche d'eau douce. Ils ont trouvé des arbres fruitiers du dragon et Suyin a commencé à cueillir des fruits tandis que Nemo et d'autres cherchaient de l'eau sur le rivage. Le chien a inhalé des spores, présageant de futurs problèmes. À l'exploration de l'île, s'est éloigné seul et a suivi un crabe espérant un repas. Il se rendit vite compte qu'il avait dérangé une mère crabe géante, bien que cela ne signifiait que l'avertir en train de se détendre.
Blaster remarqua alors des squelettes autour de lui, mais Nemo le rassura alors qu'il se préparait à partir. Ils déclenchèrent un vieux piège au sol, bien que décomposé, il sonna toujours une alarme, tandis que les soldats à proximité, désespérément en manque de nourriture, étaient sur le point de sacrifier l'un des leurs lorsqu'ils entendirent l'alarme signalant des intrus. Nemo et son groupe piégé luttaient pour trouver une issue. Au moment où la tension montait, une silhouette sombre apparut, la femme Casamir les a sauvés et les a rapidement invités à son refuge. Se déplaçant facilement, elle a révélé qu'elle vivait sur l'île depuis longtemps. Nemo a suivi Casamir dans une grotte nauséabonde pour se glisser et se retrouver à l'intérieur d'un énorme arbre creux avec des soldats qui le poursuivaient juste en dessous. Nemo est resté silencieux alors qu'une araignée venimeuse rampait sur sa tête. Lucas, étonnamment intrépide, l'a ramassée, a taquiné Nemo puis l'a jeté sur les soldats après surmontant plusieurs difficultés, ils atteignirent le refuge de Casamir où elle avait cultivé des légumes et a créé un système de purification d'eau douce, compétence que Nemo admirait pour son utilisation sur le Nautilus. Ils ont rapidement accepté de retourner au sous-marin, mais la curiosité de Blaster a de nouveau causé des ennuis. Il s'est aventuré trop loin, a été effrayé par un serpent et a accidentellement roulé sur le chemin des soldats à la recherche malgré avoir été capturé et interrogé. Il a gardé l'emplacement du Nautilus secret, affirmant que son bateau avait chaviré. Les soldats frustrés ont décidé de le sacrifier au monstre du lac. Les soldats se réveillèrent, le monstre du lac Nemo arriva juste à temps. Cependant, les soldats ont été distraits par la beauté de Lucas, donnant à Casamir une chance de jeter une corde pour que le Blaster puisse s'échapper du lac. Le monstre a émergé, révélant sa nature prédatrice. Juste à ce moment-là, leurs camarades sont arrivés avec des clés-morts faites maison, ce qui n'a fait que mettre la créature en colère avec son corps visqueux. Le monstre se déplaçait rapidement sur Terre mais avait une mauvaise vision. Leur donnant un bref répit, Nemo a précipité tout le monde vers le Nautilus, mais alors qu'il fuyait, un géant languille apparut de la forêt attiré par les courants électriques du sous-marin. Alors qu'il démarrait le moteur, l'anguille a attaqué, en mêlant le Nautilus et le faisant basculer sévèrement. L'anguille a commencé à émettre de la lumière, elle était électrique, la puissante décharge a déclenché toute l'électronique du sous-marin, obligeant Nemo à couper le moteur pour éviter d'autres dommages. Il a ensuite cherché des idées auprès de l'équipage pour échapper à la situation désastreuse. Ayant grandi avec un père physicien, Lucas a proposé avec confiance un plan pour faire face à l'anguille électrique. Après des calculs complexes, bien que théoriquement solides, c'était risqué, la moindre erreur pouvait électrocuter tout le monde à bord. Nemo soutenait le plan tant qu'il n'endommageait pas le moteur, bien qu'il considérait un geste audacieux comme enfiler une combinaison de plongée pour affronter l'anguille. Le corps de la créature avait verrouillé la trappe, ne leur laissant pas d'autre choix que de faire confiance à Lucas. Pendant ce temps, le chien avait sans le savoir répandu des spores dans tout le sous-marin après les avoir rencontrés sur l'île. Alors que l'équipage se concentrait sur l'électrocution de l'anguille, les spores ont commencé à les affecter. Lorsque la tension a atteint son maximum, l'anguille n'a pas été touchée et des étincelles ont renversé. Le désespoir de l'équipage s'est installé. Alors que les symptômes de l'infection des spores apparaissaient, le designer Benoît a accusé Lucas d'avoir presque ruiné le moteur et s'est disputé avec Nemo. Les problèmes de confiance ont refait surface, mais la gouvernante Lottie a arrêté la querelle. Benoît, frustré, est parti et Lucas, bien que brûlé, a promis de régler la situation. Le virus des spores s'est propagé et Big Beard, perdant le contrôle, a brisé le baromètre. Benoît a découvert qu'UF inconscient après avoir espionné des documents confidentiels, mais était plus préoccupé par la carte de l'Atlantide. Avec l'aide de Nemo, Lucas a remonté le dispositif de décharge et a réessayé. Mais le résultat a été le même. Étonnamment, l'anguille avait volontairement relâché son emprise. La température autour du sous-marin a rapidement augmenté, indiquant que l'anguille a senti une plus grande menace et s'est enfuie, laissant une partie de son aileron coincé sur le Nautilus. Alors que l'anguille partait, l'équipage a vu un volcan sous-marin en éruption au fond de l'océan. Suyin a essayé de changer de cap mais la barre a été bloquée par l'aileron de l'anguille. Nemo a appelé un soutien électrique mais Lucas était encore paralysé par son échec précédent. La situation s'est aggravée lorsque Blaster a découvert des barils trempés dans de la nitroglycérine dans la salle des torpilles. Si la température montait trop haut, le Nautilus serait détruit. Le Blaster ne pouvait pas déplacer les canons seul, alors Nemo a envoyé Kai pour l'aider pendant qu'il se préparait à enfiler une combinaison de plongée pour enlever l'aileron coincé. À son insu, l'infection des spores se propageait alors que Nemo se dirigeait vers la chambre de plongée. Il a chucluciné en voyant sa femme décédée et en revivant les souvenirs de la maison. Submergé par l'émotion, il s'est effondré inconscient. Pendant ce temps, Kai et Blaster déplacèrent les explosifs dans un entrepôt frigorifique. Blaster remarqua des marques d'infection sur les mains de Kai mais ils ont disparu dans le froid, révélant que le froid pouvait guérir l'infection.
Cependant, s'ils avaient déplacé l'équipage dans un entrepôt frigorifique, le Nautilus serait entré dans le volcan. Lucas s'est finalement ressaisi et a trouvé le sous-marin étrangement silencieux. Elle a découvert que tout le monde avait perdu connaissance sauf Kai, qui l'a informé que l'abaissement de la température pourrait sauver l'équipage. Déterminé à résoudre la situation, Lucas a décidé d'enfiler une combinaison de plongée et de se retirer. L'aileron tandis que Kai contrôlait le sous-marin malgré sa peur. Lucas a bravé les eaux rouges et chaudes à l'extérieur du Nautilus alors qu'elle se dirigeait vers l'avant du sous-marin. Les lignes d'infection noire sont apparues sur son visage et elle a commencé à ressentir les effets qu'elle a ressentis à propos de la mort de son père, mais inspirée par ses paroles, elle a trouvé la force de continuer, alimentée par le courage. Lucas a essuyé ses larmes et a continué à se battre pour sauver le Nautilus pendant la chaleur intense vers laquelle Lucas a courageusement grimpé l'aileron de l'anguille, mais s'est rendu compte que sa corde était trop courte. À seulement 5 mètres sans hésitation, elle l'a détaché. Ne laissant aucun moyen de revenir en arrière d'un bond, elle atteignit l'aileron alors que le Nautilus faisait face à un moment critique. Utilisant toute sa force, Lucas retira l'aileron, permettant au Nautilus de changer de direction et d'éviter de justesse une chute d'eau volcanique. L'impact envoya Lucas voler et elle eut du mal à saisir la coque lisse du Nautilus à l'intérieur. L'équipage commença à se remettre de l'infection des spores alors que la température baissait pendant qu'ils célébraient leur survie. Nemo réalisa que Lucas était manquant. Il ordonna à l'équipage de faire demi-tour, ne voulant heureusement pas le perdre. Lucas a été retrouvé, mais elle ne respirait pas, plongeant tout le monde dans le désespoir. Le designer Benoît a refusé d'abandonner et a utilisé des pièces d'une mitrailleuse pour créer un stimulateur cardiaque de fortune après plusieurs tentatives. Il a miraculeusement ranimé Lucas, et l'équipage a applaudi lorsque Nemo l'a officiellement accueilli dans l'équipage du Nautilus après sa guérison. Lucas a mentionné avoir vu une structure étrange ressemblant à un arc sur le fond de l'océan, ce qu'elle a d'abord rejeté comme une hallucination, mais Benoît l'a reconnu. C'est la civilisation perdue qu'il cherchait en Atlantide. Bien que Nemo soit sceptique, voyant l'accord de Lucas et la détermination de Benoît, il accepte l'expédition, réalisant que l'exploration des fonds marins inconnus était le rêve de Benoît, tout comme la vengeance était la sienne. Une équipe d'exploration de 5 personnes a été formée pour enquêter sur l'Atlantide. Kuf a envisagé de pêcher pendant la mission. Mais Benoît lui a rappelé qu'il s'agissait d'une expédition scientifique équipée de fusils à harpons électriques. Ils ont commencé leur voyage en descendant. Structure ancienne. L'arche de l'Atlantide, faite de pierres hexagonales soigneusement disposées, ils ont découvert des escaliers menant à une plateforme spacieuse et, suivant le flux d'eau, ont nagé vers une nouvelle zone. L'équipe a activé leurs bâtons lumineux et exploré les environs mystérieux. Giacomo est resté pour garder la sortie pendant que les autres s'aventuraient plus profondément. Lucas a identifié des fossiles de crinoïdes, d'anciennes créatures marines sur les parois rocheuses. Cependant, lorsque Kuf a tremblé de peur, Lucas a réalisé que les chronoïdes étaient toujours en vie accrochés au rocher. Le gant de Lucas s'est déchiré dans le chaos. Alors qu'elle traversait les créatures, le capitaine Nemo arriva, voyant les crinoïdes grouiller sur les murs et ordonna une retraite immédiate malgré le danger. Benoît explora avec impatience un tunnel, Nemo faisant confiance à Lucas pour diriger le Nautilus s'il ne revenait pas. Quand, après Benoît trouva une pierre lumineuse à l'intérieur du tunnel, mais fut interrompu par Nemo alors qu'il se dépêchait de revenir. Les bâtons lumineux s'estompèrent et les chronoïdes se rapprochèrent à seulement 10 mètres de la sortie. Benoît trébucha et fut traîné en arrière par les créatures. Malgré sa lutte, il jeta un regard déterminé à Nemo, signalant son acceptation du destin alors que le casque de Nemo se fissure. Les autres font face à leur danger. Un groupe de créatures marines sans nom attaque les membres restants de l'équipe et le gant déchiré de Lucas attire un requin. Leurs pistolets électriques deviennent leur bouée de sauvetage au moment critique, leur permettant de repousser les menaces et de survivre. Nemo sort du tunnel en titubant, s'effondre d'étouffement après avoir retenu son souffle pour s'échapper dans un moment désespéré. Giacomo échange leur casque pour aider Nemo de retour au Nautilus. Bien qu'en sécurité, ils avaient perdu Benoît pour toujours. Serrant la pierre que Benoît lui avait donnée, Nemo s'accrocha au rêve de son ami. L'équipage pleure profondément, mais en triant les affaires de Benoît, Nemo y trouva un enregistrement. Benoît soutint Nemo en tant que capitaine, espérant que les merveilles de l'océan guériraient son cœur cicatrisé, mais la soif de vengeance de Nemo demeurait. Il prévoyait de trouver le trésor d'une flotte espagnole près de l'Arctique pour armer le Nautilus et riposter à la Compagnie des Indes orientales. Nemo discuta de l'Arctique avec Lucas. Un coup de canon retentit, le vaisseau de guerre Firle les poursuivait à nouveau. Nemo a ordonné d'avancer à toute vitesse et a tenté un plongeon dérivant risqué pour piéger le Firle sur un glacier.
La manœuvre a failli échouer lorsque le Nautilus s'est écrasé dans la glace, mais le Firle s'en est sorti plus mal, se retrouvant coincé dans l'Arctique avec des hélices bloquées. Le Nautilus a également subi des dommages et Nemo a réalisé qu'ils avaient besoin de la forge du Firle pour les réparations. Forcé de négocier, Nemo a proposé une utilisation commerciale de la forge en échange de la libération du capitaine Firle. Youngblood a accepté, mais a ajouté une condition, il voulait Lucas, dont le fiancé était sur le Firle. Nemo refusa, insistant sur le fait que Lucas pouvait choisir pour elle-même. Nemo retourna à contre-séure au sous-marin, ne sachant pas si Lucas resterait ou partirait dans le cadre de l'accord. L'équipage attacha des chaînes au Firle, faisant face aux moqueries des soldats qui prétendaient qu'ils étaient destinés à être des ouvriers. La tension entre les deux camps s'intensifia tandis que Lucas se rendait à la forge pour réparer séparément. Le capitaine Youngblood et Nemo organisèrent un match de cricket sur neige pour apaiser les tensions entre leurs équipages malgré le fait qu'il s'agisse d'un sport réservé à la royauté britannique. L'équipage de Nemo a surpassé les soldats. Pendant ce temps, Lucas a dû faire face à ses propres difficultés. Elle n'avait jamais rencontré son fiancé, sa mère a arrangé leurs fiançailles, ce qui a conduit à des conversations gênantes dans la forge. Pete, qui croyait que les femmes ne devraient pas travailler avec Amers, a essayé de converser avec Lucas mais a été renvoyé. Frustré, il a rejoint le jeu de cricket pour faire perdre son équipe après avoir terminé la réparation. Lucas a décidé de retourner sur le Nautilus et de continuer à explorer. Cependant, Pete n'était pas d'accord, estimant que Lucas était déjà à lui en raison de la dot qu'il avait payée. Il força Lucas à retourner dans sa chambre et insista pour qu'elle le rejoigne pour le dîner, mais Lucas, changé par ses aventures sous-marines, refusa. La gouvernante qui avait initialement escorté Lucas à son mariage, se rebella également et poignarda Pete au pied, aidant Lucas à s'échapper, tandis que Nemo se préparait à attacher les chaînes au Firle hésitait, espérant voir Lucas. À cause de la trêve, les soldats n'osaient pas tirer, alors Lucas et la gouvernante ont utilisé des cordes pour glisser sur la glace et retourner vers le Nautilus. Lorsque le moteur du sous-marin a démarré, il a tiré le Firle hors du glacier. Alors qu'il s'échappait, Pete, furieux, ordonna aux soldats de tirer sur le Nautilus. Le capitaine Youngblood se moqua de Pete pour avoir rompu la trêve, mais Pete, consumé par l'humiliation, s'en fichait. Il tira un coup de canon, mais la mèche éteinte ne causa qu'une petite entaille dans le Nautilus. Youngblood arrêta Pete avec un pistolet avant qu'il ne puisse tirer à nouveau une fois la trêve rompue. Nemo supposa que les intrépides les avaient trahis de colère. Il attrapa un marteau et montèrent sur le pont pour briser la chaîne qui retenait les soldats du Nautilus. Commencèrent à tirer mais Nemo esquiva les balles et réussit à déchaîner le sous-marin, s'échappant à bord pour échapper entièrement à l'intrépide. Nemo a pris la décision audacieuse de traverser le glacier de l'Arctique. Il serait piégé sous la glace s'il n'atteignait pas l'autre côté avant que leur oxygène ne s'épuise. Alors que d'étranges navires fantômes se profilaient à proximité, l'équipage s'inquiétait. Nemo les rassura qu'ils avaient assez d'oxygène pour 6 jours, mais l'équipage restait sceptique, sentant son autorité entravée. Nemo insista pour qu'ils suivant les ordres, oubliant que son équipage rebelle pourrait se révolter. Il est désarmé et confiné dans sa chambre. Alors que le copilote prenait la relève en tant que capitaine, l'équipage décida de rentrer chez lui, prévoyant de vendre le Nautilus et de partager l'argent une fois qu'il serait sorti de l'Arctique. Lucas reconnut que le désir de vengeance de Nemo avait obscurci son jugement, l'empêchant de prendre en compte le bien-être de l'équipage. Elle le persuada de nommer chaque membre de l'équipage et leur histoire, mais Nemo se tut, réalisant qu'il ne pouvait pas, car le premier officier prit le commandement. À nouveau, le champ magnétique arctique a perturbé la boussole et les instruments, provoquant un naufrage incontrôlable du sous-marin. Pire, une fuite a été découverte dans la salle des torpilles, initialement imputée au boulet de canon Firle, mais le vrai coupable était des coléoptères mangeurs de fer, constituant une menace plus importante. Nemo avait un partisan loyal, Giacomo, qui a utilisé un changement de quart pour écarter Suyin et libérer Nemo. Reconnaissant son erreur, Nemo a enfilé un scaphandre pour inspecter la brèche, réalisant qu'un boulet de canon ne l'avait pas causé alors qu'il l'examinait. Un insecte étrange a rampé, le surprenant. Il a failli glisser de la coque mais a réussi à s'accrocher. Il a vu que le Nautilus était perché au bord d'une falaise avec une bande de plancton brillante en dessous indiquant une voie d'évacuation possible. Cependant, le Nautilus perdait l'équilibre à cause du champ magnétique et de la fuite. Nemo s'est précipité pour montrer à l'équipage que des coléoptères mangeurs de fer, pas un boulet de canon, ont causé la brèche. Les coléoptères se sont rapidement répandus dans tout le sous-marin avec un scarabée femelle géant les guidant. L'équipage a réalisé que l'éliminer pourrait arrêter l'infestation. Comme les scarabées avançaient vers la salle des machines, Kai et la femme de ménage utilisaient des méthodes primitives pour les retarder.
Nemo s'arma d'un pulvérisateur à vapeur artisanal et entra courageusement dans la salle des torpilles. Il attaqua la femelle scarabée, obligeant les autres à battre en retraite pour la protéger. Couverte de scarabées, Nemo exhorta l'équipage à se concentrer sur la poétesse. Turan essaya de la plaquer mais le premier officier Boniface utilisa astucieusement une aiguille aimantée pour l'attirer. Boniface fourra la femelle dans une torpille et comme les autres coléoptères suivaient, il la lança là. Torpille heurta un rocher et l'explosion éradiqua tous les coléoptères, sauvant le Nautilus. Une fois la crise des coléoptères résolue, l'équipage s'est concentré sur l'évasion du champ magnétique de l'Arctique. Nemo a proposé un plan audacieux. Si tous les membres de l'équipage se rassemblaient sur le pont, ils pourraient déséquilibrer le Nautilus, le faisant tomber dans la bande de plancton bioluminescent, et utiliser la force de la nature pour échapper au contrôle du champ magnétique afin de gagner la confiance de l'équipage. Nemo a révélé sa véritable identité, il était un prince. De l'Inde de la Compagnie des Indes orientales avait assassiné sa femme et sa fille pour s'emparer des richesses de sa famille et l'emprisonner dans le cadre de leur plan. Son histoire a trouvé un écho auprès de l'équipage, dont beaucoup avaient également souffert aux mains de l'entreprise. Ils se sont réintroduits, réaffirmant leur engagement à la cause de Nemo alors que Nemo et Boniface s'embrassaient dans les sous-marins. L'équilibre a changé et le Nautilus a plongé de la falaise, filant à travers l'Arctique. Les eaux étaient remplies de crânes lorsqu'ils ont atteint leur destination, signalant le danger. L'équipage a prudemment avancé, découvrant la flotte sous-marine espagnole et les fonds marins chargés de trésors. Ils ont exploré une scène grandiose qui s'est déroulée. Avec de hauts piliers de pierre ressemblant à un paradis caché, Nemo menant les recherches a trouvé un ancien navire mais les coffres au trésor étaient vides et les squelettes semblaient sans vie jusqu'à ce qu'ils soient soudainement attaqués. Nemo s'est réveillé pour se retrouver dans l'équipage captif d'une tribu dirigée par une femme prétendant être la gardienne de Freya. Cette tribu de femmes avait gardé le trésor sous-marin pendant des générations, tuant tous ceux qui osaient le chercher. Les crânes qu'ils avaient on a vu plutôt des avertissements à des étrangers comme eux alors que l'équipage faisait face à l'exécution. Nemo s'est débattu et a crié. Invoquant la loi tribale qu'il avait lue sur les criminels ayant le droit de se défendre, la reine accepta un rituel de défense pour divertir les guerriers et leur permettre d'enquêter sur le Nautilus malgré leur situation sinistre. Nemo nota que la tribu avait récupéré le trésor qu'il cherchait des décorations au rubis de la reine. Tout avait une valeur immense. Pendant ce temps, 2 guerriers tribaux ont infiltré le Nautilus où Suyin et Blaster les ont détectés bien que surpassé Suyin combattait férocement aidé par un toutou lorsque Blaster lui a lancé la clé du coffre-fort. Suyin récupéra une arme à feu inconnue des guerriers, les forçant à battre en retraite. Nemo commença sa défense, arguant que sa quête du trésor était de combattre la Compagnie des Indes orientales et de libérer l'Inde de la domination coloniale. L'équipage le soutint, exhortant la reine à voir le monde au-delà de leur isolement, où leur richesse pourrait acheter le pouvoir. Bien que la reine soit presque convaincue, elle les condamna à mort alors que les guerriers levaient leurs lances. Nemo et l'équipage s'est libéré, déclenchant une bataille chaotique. L'équipage familier avec le combat de surface a pris le dessus et a même commencé à piller le trésor de la tribu. Nemo les a exhortés à s'échapper en sautant d'une falaise liée à l'eau, sachant que ce ne serait pas fatal alors qu'ils fuyaient. La reine désespérée a lancé un bouclier, blessant Kuf. Elle a capturé Nemo, mais il a saisi son rubis et a sauté de la falaise dans l'eau. Nemo a vu Kuf se débattre. Bien qu'il ait laissé tomber le rubis, il a choisi de sauver Kuf, donnant la priorité à la vie de son ami plutôt qu'à la Gemmelée. Actions de l'équipage ont rendu furieuse la reine, qui a activé un mécanisme pour boucler la zone dans l'intention de piéger le Nautilus et rompre tout contact avec le monde extérieur. Furieuse du vol de trésors de Nemo et des dommages causés à ses guerriers, elle a déclenché une série de piliers qui se sont effondrés, provoquant des vagues massives. Le Nautilus a navigué dans le chaos, échappant de justesse à la colère de la reine. Bien qu'ils aient perdu le rubis, le tour du diamant ramené ont suffi à armer le Nautilus pour se venger de la Compagnie des Indes orientales. Bientôt le directeur de la compagnie a appris que le Nautilus était entré dans les eaux de Londres en défense, ignorant que Nemo préparait une attaque plus subtile. Au lieu de la force brute, Nemo a manipulé le marché boursier. Il a répandu de fausses rumeurs sur la faillite de l'entreprise à cause du Nautilus, provoquant la panique et des grèves alors que les actions chutaient. Nemo en a profité, divisant et conquérant, lui et un ancien camarade de classe, convaincu un actionnaire important de céder des actions en prétendant qu'ils avaient trouvé une mine de diamants en Inde. Le premier lieutenant Boniface a volé les certificats d'action d'un autre actionnaire. En même temps, Lucas s'est déguisé en robe gonflée à tromper l'actionnaire principal Pete pour qu'il signe un accord de transfert d'actions pensant qu'il s'agissait d'un contrat de mariage. Lors de l'assemblée d'urgence des actionnaires de la Compagnie des Indes orientales,
Nemo arriva hardiment avec son équipe, le directeur essaya d'appeler les gardes, mais Nemo présenta les certificats d'action, l'équipage confirma leur statut d'actionnaire, laissant le directeur impuissant, tandis que le nouvel actionnaire majoritaire Nemo USA de son pouvoir pour licencier le directeur de la Compagnie des Indes orientales et les dirigeants présents en tant qu'observateurs. Pete pensait que Nemo ne pouvait pas contrôler plus de 50% des actions sans son soutien, cependant, Lucas trahit Pete. Le laissant à la fois sans femme et sans le sou, devenu le plus grand actionnaire, Nemo a dissous l'escouade de la garde et a annoncé la dissolution de l'entreprise, étonnamment soutenu par le capitaine Youngblood qui aspirait à prendre sa retraite alors que les gardes remettaient leurs armes. Le directeur a fait un dernier combat désespéré, tentant de tirer sur Nemo, l'équipage l'a rapidement maîtrisé avec sa vengeance complète. Nemo a également gagné l'amour de Lucas. Nemo a ensuite forcé le directeur à mettre fin à l'imposition des colonies indiennes et à la libération ouvriers emprisonnés. Il fit une descente dans le coffre-fort de l'entreprise. Prenant des trésors et une pierre familière semblable à celle de l'Atlantide, il brûla les documents confidentiels de la compagnie se préparant à partir. Nemo dit à Lucas de rester à terre, craignant la poursuite de l'Empire britannique. Lucas, contrarié par sa décision, partit en colère alors que Nemo retournait au Nautilus. Lucas raconta Pete qui tenta de forcer le mariage sous la menace d'une arme. Heureusement la femme de ménage intervint, blessant Pete malgré les objections de Nemo. Lucas décida de rejoindre le Nautilus comme une seule crise a terminé un autre a commencé. Le manager limogé Crowley ordonna aux cuirassés Firle d'attaquer le Nautilus. Le capitaine Youngblood, maintenant libre, refusa, forçant Crowley à menacer un garde pour l'obliger à se conformer à contre-séure. Les soldats lancèrent une attaque, mais les améliorations de Nemo permirent au Nautilus de résister à l'assaut. Crowley ordonna au canon de tirer alors que le sous-marin s'échappait, mais le blindage du Nautilus tint bon, sachant que la Royal Navy pouvait être alertée. Nemo avait prévu un blaster et un autre membre de l'équipage posa des explosifs sur le pont pour couper la poursuite de l'Intrépide. Crowley voyant cela ordonna aux soldats de tirer mais le capitaine Youngblood intervint et fut abattu par Crowley alors que le pont s'effondrait. Le Nautilus sauva les deux membres de l'équipage, bien que certains aient suggéré d'attendre Lucas, l'équipage était d'accord, c'était trop dangereux. Lucas arriva au port pour voir le Nautilus disparaître, alimentant sa détermination à les rejoindre ailleurs. Crowley fut tué par Cuff, remboursant une dette à Nemo. Cuff, un espion, avait rassemblé les plans de conception du Nautilus excluant le moteur principal, espérant construire une réplique. Pendant ce temps, Nemo sentit quelque chose lorsque les pierres entrèrent en collision. Réalisant que le designer Benoît est peut-être encore en vie à Atlantis, partageant cela avec son équipage, Nemo a décidé qu'il devait retourner à Atlantis pour sauver un ami et chercher des trésors pour combattre l'Empire britannique. Cela conclut la première saison de Nautilus. Merci d'avoir regardé notre récapitulatif. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour suivre nos passionnants voyages cinématographiques. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt.